C'est plus possible, il faut faire quelque chose, les défaillances de notre système judiciaire sont plus possibles. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de la question de la castration chimique. Ça règle pas le sujet des 60% de pédocriminels qui n'ont pas de désir. Pas assez de psy, de psychiatres. On veut des approches intégrales et on veut des thunes en fait surtout. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit Marceau Beauvois, Bonjour. qui travaille à l'association Face à l'inceste. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet malheureusement actuel, puisque toutes les semaines, depuis quelques semaines et depuis le drame de la mort de la jeune Liana, les associations féministes et de protection de l'enfance manifestent pour demander l'adoption d'une loi intégrale. Et donc, Marceau, toi, tu es très impliqué sur ces sujets-là. Ça fait partie de ton engagement depuis quand même que tu es assez jeune. Tu en as fait aussi ton engagement professionnel au quotidien. Donc, voilà, c'est intéressant de t'avoir pour en discuter et puis pour retracer un petit peu ton parcours. Et comme à chaque fois, on va parler aussi culture, du déclic que tu as pu avoir à ce sujet-là. Ben, merci pour ton invitation déjà. Comment ça va du coup ? Écoute, ça va. On sort de semaines assez intenses, tu l'as dit, après la mort de Liana. Peut-être pour poser juste un tout petit peu de contexte sur cette affaire. Liana, c'est une petite fille qui avait 11 ans et qui a été violée et tuée par un pédocriminel qui s'avérait avoir été déjà signalé déjà signalé aux autorités pour d'autres affaires de viol pour lesquelles il n'avait jamais été confronté. Donc c'était un drame qui aurait pu être évité, et donc ça c'est un peu une affaire comme il y en a eu d'autres par le passé, mais qui est venue réactiver une émotion sociale en se disant en fait c'est plus possible, il faut faire quelque chose, les défaillances de notre système judiciaire sont plus possibles. Et donc comme tu l'as dit, ça a donné lieu à plusieurs rassemblements toutes les semaines devant le ministère de l'Intérieur et devant plein de tribunaux pour demander cette loi intégrale. Et donc mon asso Face à l'inceste, on est très mobilisé sur cette question-là dans le cadre d'une coalition qui est plus large d'assauts féministes et enfantistes. Puis il y a une grande marche le 4 juillet dernier où il y avait 100 000 personnes dans Paris pour demander cette loi. Donc voilà, ça bouge en ce moment. Mais à la question de comment ça va, c'est toujours un petit peu compliqué de répondre que ça va parce qu'on parle quand même d'une enfant qui est morte. Donc c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, il y a quelque chose de réconfortant dans le fait de voir que c'est en train de bouger et que ça fait des années que ça n'avait pas bougé autant. Que ça mobilise quand même beaucoup de monde. J'étais à la marche, j'ai vu quand même qu'il y avait... Ça allait assez loin, quoi. Beaucoup de monde et je pense aussi des gens qui pour la première fois sortent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la question des violences sexuelles, elle a été travaillée par des assos féministes, enfantistes, par des victimes ou leurs proches, mais si tu veux, la société dans son ensemble s'est pas vraiment préoccupée de la question, comme si finalement la question des violences sexuelles devait juste être traitée par les victimes et pour les victimes. Or là, avec l'affaire Liana, il y a eu quand même, j'ai l'impression, quelque chose de plus large que ça, et où finalement des gens sont venus dans la rue manifester pour la première fois de leur vie, ils n'étaient pas victimes, leur enfant n'était pas victime, mais ils se sont dit finalement on est tous concernés par cette question-là, et c'est là que s'est joué quelque chose, je pense, au niveau de la société sur ok, c'est un sujet social, c'est un sujet politique, et donc il faut qu'on se l'approprie et qu'on en fasse quelque chose. C'est aussi intéressant, c'est que la question des enfants, enfin, elle concerne tout le monde, mais les gens se sentent tout de suite beaucoup plus concernés par le sujet de société, alors que sur la question par exemple des féminicides ou des femmes, on voit qu'il y a plus de mal à aller chercher les hommes par exemple. Ouais, je sais pas s'il y a plus de mal, en tout cas, je pense que la question des violences faites aux femmes, elle est historiquement mieux identifiée. Ça fait quand même longtemps qu'il y a des gens qui travaillent dessus et que les pouvoirs publics s'en sont emparés. Alors, pas assez vite, avec pas assez de moyens, mais il y a quand même des choses qui ont bougé sur ces 10-15 dernières années. La question des violences sexuelles faites aux enfants, et de l'inceste particulièrement, parce que moi c'est sur ça que je travaille en premier lieu, c'est quelque chose dont les gens n'ont pas envie d'entendre parler. Parce que si tu veux se représenter qu'une femme se fasse taper par son mari, c'est quelque chose que tu te représentes. Se représenter qu'un enfant se fasse violer par son père, c'est un truc que tu peux pas imaginer tellement c'est violent, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, si tu veux, l'appréhension du sujet, elle a été plus longue et plus compliquée parce que précisément, le sujet est irreprésentable et indicible. Et c'est tout le problème des violences sexuelles, c'est la question du tabou, de le dire, et que pourtant c'est structurant parce que, peut-être donner juste 2-3 chiffres, mais un enfant est violé toutes les 3 minutes. Tu vois, en France, il y a 160 000 enfants victimes et l'inceste, c'est 7 millions de personnes concernées. Et qui dit 7 millions de victimes dit, alors c'est pas un pour un, mais c'est quasiment 7 millions d'agresseurs. Donc ça veut dire qu'autour de nous, dans les gens qui écoutent ce qu'on est en train de se dire, il y a des victimes, il y a des agresseurs. Et que les agresseurs, c'est pas... il y a tout un truc sur se dire le pédocriminel, c'est le mec en impair devant la sortie de l'école. Non, le pédocriminel, c'est le papy gâteux de ses petites filles, c'est le papa qui prend le temps de jouer au Lego avec son petit garçon le dimanche après-midi, c'est le tonton chez qui tu vas à Noël. C'est des gens normaux, très sympathiques, très insérés dans la société, qui par ailleurs sont des gens tout à fait intelligents, drôles, fréquentables, mais qui... dès lors qu'ils ont l'occasion, et peut-être on y reviendra sur ce que c'est qu'une stratégie d'agresseur, mais dès qu'ils ont l'occasion
vont violer un enfant. Et donc, si tu veux, les pédocriminels ne sont pas des gens qui sont des malades au sens des malades mentaux à soigner. Certains le sont et sont pédophiles, mais 60% des hommes qui agressent des enfants n'ont pas de désir sexuel pour des enfants. Donc c'est avant tout, et c'est bien de le rappeler quand même, une question de domination. C'est une volonté d'écraser l'autre, et ça, pour le coup, c'est la même dynamique que sur les violences faites aux femmes. C'est pour ça que nous, on parle de continuum, c'est-à-dire que c'est les mêmes dynamiques d'oppression, d'écrasement, de pouvoir et de domination qui sont à l'œuvre, quoi. Ok. Ah oui, donc tu dis qu'il n'y a pas de désir sexuel pour les enfants, alors que c'est... Alors, t'as un peu deux catégories de pédocriminels. T'as le pédocriminel... peut-être distinguer deux choses. Il y a ce qu'on appelle, et souvent la distinction n'est pas faite, même dans les médias, on entend toujours parler de pédophile. Le pédophile, c'est quelqu'un qui a du désir pour un enfant. Le pédocriminel, c'est quelqu'un qui agresse sexuellement un enfant. La différence entre les deux, c'est que tu as des gens qui ont un désir sexuel pour un enfant, ce qu'on appelle une paraphilie pédophile, qui vont l'exprimer et qui vont être pris en charge au niveau psychiatrique pour soigner ça. Et donc tous les pédophiles deviennent pas pédocriminels. Oui, le pédocriminel, c'est soit celui effectivement qui ne s'est pas fait suivre et qui donc finit par agresser un enfant, soit celui qui n'a pas du tout de désir pour un enfant, mais qui est tellement dans ce culte-là de la violence, dans ce besoin d'oppression, de domination, et la plupart du temps masculine, qui va finir par agresser un enfant, sans pour autant avoir de désir par ailleurs. Donc il faut distinguer un peu ces deux choses-là. Et c'est pour ça, tu vois, ces derniers temps, on entend beaucoup parler de la question de la castration chimique, truc très viriliste, de Bruno Retailleau. Ça règle pas le sujet des 60% de pédocriminels qui n'ont pas de désir. Ça ne changera rien. Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Oui, c'est pas du tout... Non, puisque en fait, si tu veux, le viol, c'est pas une question hormonale. Le viol, c'est une question de domination. Donc, appréhender le viol comme si c'était des pulsions masculines qu'on pourrait pas réprimer, c'est débile. Le viol, c'est une affaire de domination. Ok, ouais, bien sûr. Et de domination souvent d'hommes sur des personnes plus fragiles. Ouais, sur des femmes ou des enfants. Tu vois, dans le cas des violences sexuelles faites aux enfants, 95% des agresseurs, c'est des hommes, et en très très large majorité sur des petites filles. Donc c'est d'abord une question de violence de genre. Et tu as ensuite la question d'une autre domination qui est à l'œuvre sur les violences faites aux enfants, qui est une domination des adultes sur les enfants, ce qu'on appelle l'adultisme. La question du viol, c'est pas une question hormonale, si tu veux, c'est une question de domination. De domination d'abord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, patriarcale, c'est-à-dire que 95% des agresseurs, c'est des hommes, sur en très large majorité des petites filles. Donc il y a quand même un biais de genre qui est clairement identifié et documenté. Et c'est aussi une question de domination, ce qu'on appelle adultisme, c'est-à-dire des rapports de pouvoir qui se jouent entre les adultes et les enfants, où aujourd'hui, les enfants ne sont pas identifiés comme des sujets de droit à part entière, comme des sujets tout court, et que donc, en particulier dans le milieu familial, se jouent des rapports de pouvoir et de domination qui sont masqués derrière l'affection. Et donc, si tu veux, c'est encore plus dur d'identifier les violences, parce que quand papa te dit bah oui, mais je vais t'apprendre ça, mais c'est un jeu, et en fait en tant qu'enfant, t'as pas la possibilité de savoir que c'est une violence sexuelle que tu subis. Donc ça rend encore plus difficile les choses à identifier. Donc voilà, c'est d'abord des questions de domination patriarcale, adultiste, et donc parler de castration chimique, c'est débile parce que c'est pas le cœur du sujet. L'enjeu aujourd'hui, et c'est ça qui se joue en ce moment dans la société, c'est comment est-ce qu'on analyse ces dynamiques de pouvoir et de domination, et comment est-ce qu'on arrive à renverser notre culture sociale en se disant quel lien on construit les uns aux autres avec les enfants, qu'est-ce qu'on met sur la prévention, qu'est-ce qu'on met sur la formation aussi, sur le soin. On pense conséquences, on pense pénal, mais ça n'empêche pas l'acte finalement, et souvent en plus ça n'effraie pas les agresseurs ou les... Oui, bien sûr, absolument. Et c'est-à-dire qu'à chaque affaire, on a une espèce de surenchère pénale. Là, on a parlé récemment de la question de la perpétuité pour les crimes sériels. Je veux dire, en fait, pourquoi pas, mais la perpétuité, c'est pas la sévérité de la peine qui va dissuader. On le voit, et ça, toutes les études de criminologie le montrent. C'est pas de prendre 10, 20, 30 ans ou perpète qui change. Ce qui change, c'est d'être sûr d'être pris. Mais si tu veux, c'est l'exemple du... C'est comme, t'es sur l'autoroute ou sur le périph', t'es en excès de vitesse. Si tu veux, c'est pas de te dire je vais perdre 4 points, 6 points à mon permis qui te fait ralentir, c'est d'être sûr qu'il y a un radar et que tu vas te faire toper si tu continues. C'est un peu la même chose. Donc parler de perpétuité ou d'allongement des peines, c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'est-ce qu'on fait pour dissuader, c'est-à-dire, en fait, mec, si tu vas consulter un contenu pédocriminel ou si tu violes ton gamin, crois-moi, on va te retrouver. Et ça, déjà, ça fait baisser, peur, quoi. Et puis comment on éduque très tôt à l'école. Tu regardes même encore aujourd'hui, 80% des contenus pornographiques sur des plateformes porno, ça met en avant stepmother, stepsister, c'est que des relations intrafamiliales.
Et quand tu compares ça et tu mets ça en balance avec l'âge du visionnage du premier film porno chez les garçons, c'est 11 ans. Mais en fait, c'est-à-dire qu'à 11 ans, la représentation du sexe chez les enfants, chez les garçons, c'est de se dire coucher avec sa sœur, ma belle-mère ou machin. Donc, si tu veux, cette culture de l'inceste, elle est tellement imprégnée, ça fait vendre des bouquins. Il y a eu une polémique il y a quelques semaines sur une autrice que je citerai pas là, qui a sorti un bouquin qui clairement représente un daron en train de violer sa gamine. Ce truc a été top 1 des ventes Amazon en 48 heures. Ça se vend. En fait, l'inceste fait vendre, quoi. Et ça, c'est pareil. Si on n'en prend pas conscience et qu'on n'essaye pas de renverser les choses, on va nulle part. Ouais, bien sûr. Parfois, c'est un peu démoralisant parce que tu te dis ça prend du temps. Oui. C'est quoi ton rôle aujourd'hui? Ça a été quoi ton rôle dans les manifestations? Mon rôle, moi je suis responsable com de Face à l'inceste, et il se trouve que Face à l'inceste a rejoint récemment, il y a plusieurs mois déjà, une coalition qui s'appelle la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale, donc la coalition qui a organisé tous ces rassemblements. Et donc nous on était dans l'orga de cette coalition pour à la fois faire passer des messages sur l'enfance, c'est-à-dire qu'à la base c'est une coalition très féministe, donc qu'on mette aussi un équilibre sur notamment après la mort de Liana, qu'on fasse passer des messages sur la protection de l'enfance et des enfants. Donc ça, c'était la première chose. Et puis après, c'était vraiment de l'orga bêtement logistique de comment ça se passe, les prises de parole. Moi, j'ai aussi beaucoup contribué avec notamment la Fondation des femmes à faire venir de la presse pour qu'on ait du monde, qu'on ait des journalistes qui reviennent, qu'on feuilletonne aussi le truc. Il y en avait beaucoup. Mais tu vois, c'est pareil. C'est-à-dire qu'après la mort de Liana, pendant 48-72 heures, on était sollicité toutes les heures pour être en plateau sur LCI, BFM, France Info, machin. Et 48 heures après, plus rien. Rien. C'est le problème de l'actu chaude. C'est le problème de l'actu chaude, c'est le problème des chaînes d'infos. Alors, et pour le coup, je ne veux pas taper sur tous les journalistes parce qu'il y a des journalistes super avec qui on travaille, qui connaissent vraiment le sujet, qui font un vrai travail de fond, et ça, c'est hyper précieux aussi, tu vois, pour ce changement dont on parlait. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu ingrat. Et voilà. Donc, voilà quoi j'essaye de servir dans cet assaut. Et puis, mon travail, c'est aussi de rendre visible le sujet. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui travaille sur le plaidoyer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire changer la loi, concrètement. Quelqu'un qui travaille sur la formation des pros. Comment est-ce qu'on va aller former des EduxP, des infirmières scolaires, des magistrats, pourquoi pas, à la question de l'inceste et des violences sexuelles. Et moi, je travaille sur comment est-ce qu'on touche le grand public en leur disant, en fait, vous n'avez pas envie de le regarder, je comprends. Par contre, il faut le regarder, il faut en prendre conscience et il faut agir, quoi. Et c'est parce que forcer un petit peu, enfin pas forcer, mais en tout cas, c'est trouver des moyens aller au-devant, peu pédagogiques de dire voilà, en fait regardez ça. Et des entrées comme l'affaire Liana, comme le site Coco il y a quelques semaines, etc., sont aussi des points d'entrée pour que des gens qui sont plus éloignés de ça puissent venir entendre les messages qu'on a à faire passer et que les gens en prennent conscience. Parce que, sincèrement, tous les gens qui écouteront ce qu'on est en train de se dire, enfin tout le monde connaît de près et de loin une victime d'inceste, tout le monde, sans forcément le savoir, mais tout le monde est au contact d'une victime d'inceste et que c'est massif et que faut arrêter de se représenter le fait que ce soit exceptionnel, un truc de monstre. Non, c'est absolument banal. C'est partout, c'est absolument dans la banal. société, quoi. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Sans tomber, et pour le coup, dans l'extrême inverse de... Parce que moi, aujourd'hui, dès que je croise un père avec sa fille, je suis en mode, OK, you guy, on se sait, tu vois. Bon, sans tomber dans cet inverse-là, mais d'avoir, même dans sa famille, tu vois, de se dire, en fait, je sais que ça existe et que c'est possible. Et déjà, cette vigilance-là, c'est un pas de ouf. Juste pour rappeler deux choses, donc tu as parlé de Coco. Coco, c'était le site sur lequel il y a eu l'affaire Pellico, c'est ça? Ouais, c'est un site de chat anonyme sur lequel effectivement Dominique Pellico avait recruté certains de ceux qui ont violé Gisèle Pellico et qui en fait avait fermé en 2024 et qui a rouvert là il y a quelques mois et où moi je m'y suis connecté sous un faux profil d'une enfant de 13 ans et j'ai été contacté et en moins de 10 minutes j'avais 15 dick pics et est-ce que t'as quel âge, et des gens qui me disaient en fait je disais j'ai 13 ans, oui, mais même si t'avais 8 c'est pas grave, ça me dérange pas, au contraire. Et en fait là tu te prends la masse de se dire en fait c'est des vrais gens. Là il y a des mecs chez eux avec leurs femmes sur le canapé qui sont en train de m'envoyer des trucs pensant que je suis une meuf de 13 ans. Putain. Donc nous on a fait un signalement, on a porté plainte et donc il y a une enquête en cours là pour le site a fermé entre temps. Mais ouais c'est chaud. Ok. Toi t'es un homme, je pense que maintenant que j'ai de la vidéo sur le podcast. Donc moi j'étais aux manifs et tout, et c'est vrai que il y a aussi eu des articles qui ont pointé ça. Alors ça en ramène plus, comme tu as dit aussi, que sur les questions des violences faites aux femmes à proprement parler. Mais ça reste quand même une minorité d'hommes qui s'intéressent au sujet ou qui se réveillent sur le sujet. Toi, est-ce que déjà ça t'a cette impression-là? Comment tu peux l'expliquer? Et qu'on t'a déjà remis en question là-dessus ou... La question des hommes,
évidemment qu'elle interpelle parce qu'effectivement, tu vas à Place Vendôme quand on était, t'as 90%, 95% de meufs. Ouais. Et souvent, c'est des hommes qui viennent avec leur femme ou avec leur copine. Je pense que la réponse la plus basique, c'est qu'en fait, c'est quand même les hommes le problème. C'est-à-dire que c'est les hommes qui agressent, quoi. Donc, pour un homme de venir sur une manif comme ça, ou de s'intéresser à ce sujet-là, ça veut dire déjà accepter de comprendre qu'on fait partie du problème. Sans pour autant dire j'ai violé un gamin, mais de dire on participe d'un système dans lequel ma masculinité est au cœur du problème. Et je pense que déjà, ce step-là à passer, il n'est pas évident pour tout le monde. Je suis pas en train de dire que j'ai fini le travail, je suis en train de dire que voilà, cette première interrogation, elle est essentielle, et que peut-être que pour plein de mecs, se dire, en fait, ouais, je fais partie du problème, et effectivement, je pense qu'à cet endroit-là, putain, c'est vrai, quand j'avais 17 ans, j'ai quand même pas été hyper cool dans ce comportement-là, et ah oui, c'est vrai que je parle... tu vois, de prendre conscience de tous les endroits, à la fois de privilège de ce qu'est être un mec, et d'endroits de domination, même inconsciente, tu vois, c'est quelque chose qui, je pense, est pas évident pour tout le monde. Donc je pense que ça explique une part de ça. Après, quand même, je pense qu'il faut noter le fait que semaine après semaine, là, tu vois, on a fait un mois de rassemblement, il y avait de plus en plus d'hommes à chaque fois. D'hommes qui venaient avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs potes. Il y avait beaucoup de familles avec les enfants. Ouais, beaucoup de familles et de papas qui disent en fait, moi j'ai envie de protéger mes enfants, donc en fait, oui, ça me concerne, oui, ça m'intéresse. Surtout à Paris, il y a eu tout le scandale du périscolaire où les familles ont été un peu bouleversées, à Paris et partout ailleurs, mais notamment à Paris, et se sont dit, en fait, oui, ça nous concerne. Et je pense que là, ça monte petit à petit, tu vois, les gens s'en saisissent, les mecs s'en saisissent. Et voilà, et si tu te posais la question de la place, sans caricaturer, je suis quasiment le seul mec des gens avec qui je bosse au quotidien. Dans mon équipe, c'est 2 meufs, mon bureau est quasiment exclusivement féminin, les meufs des assos féministes, c'est des meufs, et donc c'est vrai que moi je suis un peu en mode, c'est qui ce mec de 23 ans ou 24 ans qui vient débarquer, bosser sur nos sujets et tu le ressens un peu ça, quand même? Oui et non. En fait, je le ressens. C'est-à-dire, moi, c'est une question que je me pose et elle est légitime. De dire qu'est-ce que toi tu viens foutre et qu'est-ce que tu viens bosser sur ces sujets-là. C'est évident. En fait, ça devrait être la norme. C'est-à-dire que le sujet n'avancera pas de toute façon si les hommes s'y mettent pas du leur. Ouais, mais c'est au-delà d'en fait si les hommes s'y mettent pas, c'est que tout le monde doit s'y mettre et que pour moi c'est pas une question de hommes, femmes, etc. C'est une question de comment est-ce que en tant que société on réenvisage nos rapports sociaux. Et nos rapports intimes et nos rapports amicaux et qu'on questionne tout ça et que pour le coup je suis le seul homme, j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Et tu vois, c'est comme je pense à Bruno Solo qui est très engagé sur ces questions-là, qu'on entend beaucoup. C'est pareil, il dit moi j'ai un peu l'impression de prêcher tout seul dans le désert et que en fait qu'est-ce que vous foutez les mecs, et c'est vrai que t'as envie de dire en fait les gars bougez-vous. Et tu vois, il y a quelques années ça pouvait m'arriver d'en faire, aujourd'hui il y a des vannes. Des fois, j'entends des mecs, j'ai envie de leur foutre un coup de boule. Mais comment tu parles, tu vois et voilà. Et je pense que la clé, c'est... l'explication et la clé, c'est quand même d'abord des hommes qui produisent de la violence. Et que, en fait, soit tu t'interroges, soit tu participes du système. Moi, j'ai choisi de commencer à m'interroger. Je pense que c'est un truc qui se fait en permanence, quoi. C'est un processus évidemment plus long. Je trouve que c'est hyper intéressant, notamment ce que tu dis sur le fait qu'aujourd'hui il y a des stars un petit peu comme Bruno Solo, et puis on va en parler après, Andrea Bescon notamment, qui forcément est là depuis longtemps, mais voilà, qui aujourd'hui viennent prêcher la parole sur le sujet, qui aussi fait un peu l'inverse de ce qu'on disait au début, où tu avais des stars qui étaient des gros dégueulasses. Ouais. Voilà. Oh, il y en a toujours. oui. Non, oui. Mais ils sont pas tous tombés encore, je pense. Ouais, non, c'est sûr. Mais au moins maintenant, ils sont cancel, quoi. En tout cas, ouais, bien sûr. Et non, et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus un soutien social et puis des personnalités qui, il y a quelques années, étaient un peu prudentes, tu vois, en disant oh là là, je pense que là, tu vois, post-MeToo inceste, c'est quand même devenu le bon côté de la force que d'être pour ces sujets-là, et que donc les gens sortent plus facilement, signent plus facilement des tribunes, viennent plus facilement à des rassemblements, et que c'est ce qui permet aussi de porter ça, parce que quand tu vois une Alexandra Lamy, une Camille Cotin en manif, tu te dis ok, en fait... ça fait plaisir aussi. Oui, et puis ça rend visible. Ça rend visible, ça touche encore une fois d'autres publics, et que tous les gens qui regardent 10% et qui voient Camille Cotin vont se dire ok, et elle est là pourquoi Pour les violences sexuelles. Et ne serait-ce que tu me plantes une graine, tu vois. Donc, ça fait germer, bien sûr. Donc ça, c'est important. Ça montre aussi que les acteurs, les actrices sont des humains. Pour autant qu'ils le fassent, et c'est le cas pour les deux qu'on vient de citer, mais qu'ils le fassent sincèrement, et que ce soit pas juste un truc d'image de je signe une tribune pour mon image. Tu vois, là, ça implique aussi un minimum de connaissances sur le sujet. Mais oui, ça avance aussi parce qu'il y a des personnalités qui émergent et qui font émerger des sujets.
Donc, pour parler, toi, plus de ton engagement, à quel âge tu commences à t'intéresser un peu au sujet? Est-ce que ça a toujours été un peu en toi avant de commencer tes études, par exemple ou, Ça n'a pas été toujours en moi parce que, je te dis, jusqu'à 15, 16, 17 ans, j'avais absolument aucune notion de quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'est j'étais. quand même jeune déjà. Hein? C'est jeune déjà. Enfin, je veux dire. Oui, non, mais je veux dire, je n'avais jamais entendu parler de ce qu'était le consentement, les violences sexuelles sur les enfants. J'en avais jamais entendu parler. J'étais pas moi-même victime, donc par ailleurs, c'était pas un truc que j'avais dans mon environnement proche, quoi. Et j'ai vu à 17 ans Les Chatouilles, donc d'André Besson que tu mentionnais tout à l'heure. On montre la super pochette. Qui, alors, faut quand même préciser qu'à l'origine, c'est une pièce de théâtre qui a été adaptée ensuite en film, qui a eu 2 Césars d'ailleurs pour la meilleure adaptation et le meilleur second rôle féminin. Et donc, en fait, pour pitcher en 2 secondes Les Chatouilles, si vous l'avez pas vu, déjà allez regarder le film qui est dispo sur la plateforme de France Télé et allez le voir parce qu'il repasse en septembre au théâtre de l'Œuvre à Paris. C'est l'histoire, petite promo, petit instant promo, mais c'est vraiment très très bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Odette, qui est passionnée par la danse et qui vit une enfance à peu près insouciante dans une famille à peu près normale. Et il se trouve que en fait elle est violée très régulièrement par un ami de ses parents. Gilbert, absolument. Et ce film retrace à la fois, il est un peu sur 2 temps, c'est à la fois l'enfance d'Odette qu'on vit avec elle au moment de ces agressions-là, qui sont toujours filmées avec beaucoup de subtilité, de pudeur, c'est pas du tout trash, du tout. Et on suit en même temps l'adulte qu'elle est devenue, empêchée de grandir, qui comprend pas pourquoi elle tombe dans un certain nombre de dépendances, alcool, drogue, qui reproduit des comportements à risque, notamment du point de vue sexuel, et dans toute la réparation derrière, le procès, la relation avec sa mère, qui est aussi beaucoup dans le déni. Donc ça creuse un peu tous ces sujets-là de manière extrêmement documentée, parce qu'encore une fois, c'est la vie d'Andrea Bescon, et c'est un film qui est vraiment très, très beau, très accessible aussi, parce que pas trash. Et vraiment, moi, je conseille la captation existe, mais sinon, allez le voir sur scène, la pièce de théâtre, et au-delà du sujet, une masterclass de théâtre, parce que elle a eu un prix. Elle a eu un Molière, et c'est un seul en scène qui dure 1h45, où elle est seule, elle fait tous les personnages, c'est elle et une chaise. Contrairement à ce que tu peux penser, tu te tapes des barres du début à la fin parce que c'est extrêmement fin, extrêmement drôle, très dur aussi évidemment. Mais le film, il y a des moments un peu drôles, je sais pas. Ouais, il y a plein de moments de légèreté, mais parce qu'il y a beaucoup de comiques, et c'est là qu'Andrea Bescon elle est super forte, c'est que dans tous les personnages qu'elle met en scène, la prof de danse d'Odette, sa mère qui est tellement caricaturale, que voilà, le flic, ses potes de danse, etc. C'est très drôle, et en fait c'est vraiment une fresque sociale de plein de profils de gens différents, donc tu te marres énormément, et en même temps les messages passent. Et moi tu vois, c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré au théâtre en voyant Les Chatouilles, parce que ça a une puissance dingue, quoi, et c'est vraiment un spectacle incroyable. Donc voilà pour la parenthèse. J'ai vu ce film quand j'avais 17 ans, qui m'a fait un peu prendre conscience que ok, en fait ça existe. Je pensais pas que ça existait, donc je me le suis pris un peu en pleine tête. Et puis par ailleurs, 17 ans, ça a commencé à coïncider avec le moment où j'ai, dans mon entourage familial, amical, commencé à avoir des gens qui sont venus me parler des violences qu'ils avaient subies dans l'enfance, incestueuses ou pas d'ailleurs. Et je me suis dit, ok, donc en fait ça existe, je l'ai vu au ciné, en fait ça existe dans mon entourage, de potes, de famille. D'accord. Et donc voilà, et petit à petit, je me suis sensibilisé à cette question-là. J'ai commencé à regarder un peu des vidéos, à lire des articles, etc. Sans te dire que j'ai fait l'alpha et l'oméga de la littérature scientifique. C'est pas vrai. T'avais 17 ans. Voilà. Mais c'est un truc qui était présent, des discussions que j'ai eues avec les personnes qui m'avaient révélé les violences qu'elles avaient subies. Donc tu vois, c'est un truc voilà, qui germait un peu comme ça, qui est resté un peu en toile de fond à un moment. Et puis c'est présenté l'occasion de faire un stage à la Civis, qui était la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Il y a 1 an et demi de ça, donc ce que j'ai fait. Et là, vraiment, je suis rentré dans le cœur du sujet de l'inceste, de ce que c'est, de quelles sont les politiques publiques qu'on peut mettre en place pour lutter contre, de lecture de témoignages de victimes, vraiment dans le dur du sujet. Et forcément, quand tu lis, quand tu vois ça, bah, tu te dis en fait je peux pas bosser sur autre chose, parce que avec, tu vois, depuis mes 17 ans, j'ai mûri le sujet, je me dis ok, c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai envie de m'investir et de donner de mon temps et de mon expertise professionnelle. Et par ailleurs, plus généralement, la question de l'enfance et de la jeunesse, c'est quelque chose qui me parle. Enfin, tu vois, moi, j'ai fait 7 ans de séjour de vacances en tant qu'animateur puis directeur.
forcément tu croises des gamins, alors pas forcément victimes d'inceste, t'en croises, hein, mais qui sont pas bien, santé mentale hyper précaire. Et donc, cette question-là de l'enfance et de la jeunesse et de quelle est la place qu'on donne à l'enfance, c'est quelque chose qui me parle et pour lequel j'ai envie de me bouger. Il se trouve que là, l'angle actuel pour moi, c'est la question de l'inceste et des violences sexuelles, mais c'est aussi c'est plus large, c'est aussi de plus la général. jeunesse, et bien sûr, c'est l'avenir de notre société de toute façon. Ouais, complètement. Enfin, et puis, il y a souvent une phrase où les gens disent c'est les citoyens de demain, mais en fait, t'as envie de leur dire c'est les citoyens déjà d'aujourd'hui, tu vois. Et ils sont tellement pas considérés comme tels que voilà. Et tu parlais des politiques publiques à mettre en place, concrètement, c'est quoi un peu une politique publique sur les violences sexuelles aujourd'hui, c'est quoi? C'est déjà de penser de manière transversale, c'est-à-dire on va regarder la prévention, typiquement le programme EVARS dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, la question de la prévention auprès des parents, c'est la question de la formation des pros. Est-ce qu'aujourd'hui tous les médecins, est-ce que tous les profs, est-ce que tous les surveillants dans les collèges, est-ce que tous les animateurs, toutes les puéricultrices sont formés à la question des violences sexuelles pour les repérer et les signaler? La réponse, non. C'est hyper intéressant. Pardon, je te coupe, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, pour préparer un petit peu l'entretien, j'ai regardé l'interview d'Andrea Bescon et Éric Métayer pour revenir aussi sur le film, sur C'est à vous en 2018, donc c'était pour la sortie du film, justement. Et ils expliquaient, grosso modo, exactement ce que tu expliques, qu'en fait, il y a tout un ensemble de signaux qu'on n'arrive pas, en tout cas que aujourd'hui il faut apprendre à repérer très tôt. Elle explique notamment que dans le film, à un moment, Odette elle essaie de parler à sa mère et en fait sa mère l'écoute pas, elle dit que sa fille va lui demander un truc tout bête, quoi. Et donc elle évacue la chose. Et toi aussi le film, du coup, tu le trouves aussi un peu réaliste, quoi. C'est-à-dire que le film il est très réaliste de ce point de vue là. Il y a un peu deux choses, il y a la question effectivement des signaux, mais on pourrait y revenir, et la question du déni en fait, et du déni de cette mère dans le film Les Chatouilles, où c'est l'incapacité à entendre sur le moment où l'enfant subit des violences et qu'il essaye d'envoyer des messages et que ça prend pas, et l'incapacité à entendre après, quand une fois adulte, il commence une thérapie. Dans la thérapie, dans Les Chatouilles, et c'est ça qui est très cynique mais très drôle, c'est la mère qui ne veut pas entendre et qui dit mais pourquoi on est là après tout, moi aussi une fois on m'a mis une main aux fesses dans l'ascenseur, tu vois, et ce déni là qui est un déni de la société, pour te redonner un chiffre, je veux pas faire le relou avec les chiffres, mais c'est important, bien sûr. Dans les cas d'inceste, il n'y a que 6% des parents qui, une fois qu'ils ont connaissance des violences sexuelles subies par leur enfant, vont porter plainte. Ça veut dire que 94% des parents en ont connaissance, mais ne font rien. Tu as des familles qui, aujourd'hui, ont connaissance de l'inceste subi, et où les gens continuent d'aller le week-end chez papy, en vacances chez tonton, alors même que l'inceste a été révélé. Et donc, si tu veux, le poids du silence, le poids du déni est tellement énorme et encore, c'est quand les enfants parlent, parce qu'il n'y a qu'un enfant sur 10 qui révèle les violences au moment où il les a vécues. Donc le poids du déni, il est énorme. Sur la question des signaux, il y a déjà beaucoup d'enfants qui ne présentent pas de signaux, qui sont comme toi et moi, tout à fait jovial, hyper, sans problématique visible particulière, alors qu'ils sont victimes. Et tu as des enfants qui, effectivement, vont traduire ça avec des signaux forts, des signaux faibles. Ça peut être un changement brutal de comportement. Ça peut être effectivement des automutilations type scarification, le développement de troubles du comportement alimentaire. Ça peut être si un enfant se met du jour au lendemain alors qu'il était propre à refaire pipi au lit, à refaire beaucoup de cauchemars. Tout. Et en fait, que tout ça, c'est un faisceau d'indices qu'il faut être en capacité de repérer pour que si ça se présente, se dire c'est une possibilité. Mais ça, en plus, on le voit un peu dans le film. Pareil, ils en parlent aussi dans l'interview où je parlais, parce que ils en parlent un petit peu dans le film, c'est que elle veut plus se laver. Il y a vraiment un truc un peu, tu vois. Un enfant j'allais dire d'âge où l'hygiène est déjà acquise, qui refuse de se laver, qui entretient une forme de mauvaise hygiène, qui veut plus se brosser les dents, qui se remet à faire pipi au lit, qui se remet à faire caca dessus. En fait, c'est une manière de salir son corps et d'être certain, si je puis dire, que l'agresseur il va rester loin, parce que quand t'es plein de pisse, de merde et que tu pues, t'as moins de chances de te faire agresser. Non, mais en fait, et c'est comment est-ce que la victime s'adapte aussi au climat de violence dans lequel elle baigne pour essayer de contourner ça, parce qu'elle n'a pas d'autre échappatoire, si tu veux. Donc, et ça, c'est des signaux que les pros doivent être en capacité de repérer. Et juste pour finir et reboucler sur la question de la politique publique, il y a donc la question de la prévention, de la formation et la question du soin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une victime de violence sexuelle, femme, enfant, peu importe, même des hommes, parce qu'il y a quand même des hommes victimes, et ça, faut le rappeler, une victime, elle se démerde toute seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui dit tu as été victime, démerde-toi pour trouver ton thérapeute et finance-le toi-même.
c'est pas pris en charge, c'est pas remboursé par la Sécu. Et en moyenne, ça coûte 20 000 € sur 8 ans. Donc c'est 220 € par mois. Et oui. Voilà. Et que tu assures tout seul. Donc en fait, c'est aussi, tu vois, ça c'est une perte de chance, quoi. C'est très mal pris en charge. Et donc, à quel moment est-ce qu'on se dit qu'on va développer un parcours de soins spécialisé, gratuit, enfin putain, on est en France, on a la Sécu, gratuit, pour que toutes les personnes victimes puissent juste se réparer, tu vois. Là, on leur dit démerdez-vous. Ben, c'est pas possible. On n'a pas assez de psy, de psychiatres. Enfin, aujourd'hui, c'est 2 ans d'attente avant d'aller avoir un rendez-vous dans un CMP. Enfin, c'est pas possible. On veut des approches intérieures et on veut des thunes, en fait, surtout. On veut des thunes parce que c'est-à-dire faire une loi sur la perpétuité, ça coûte rien. Par contre, se dire que oui, on va former des centaines de milliers de professionnels, qu'on va déployer des programmes de l'EVARS, qu'on va garantir un parcours de soins, ça coûte des thunes. Et est-ce qu'on assume aujourd'hui que on va mettre 3 milliards d'euros par an pour régler la question des violences sexuelles ? Moi, la réponse est clairement oui. Les politiques, c'est pas si évident que ça. Mais on attend de l'argent. On pourra rien faire sans argent. En 2021, Macron, c'était après le MeToo inceste, donc quand il y a eu des dizaines de milliers de témoignages de victimes d'inceste sur Twitter, après le livre de Camille Kouchner qui était La famille Lagrandet, Macron prend la parole sur Twitter et dit « Je veux dire aux victimes, je vous crois, vous ne serez plus jamais seuls. » On est en 2026, la Ciivise qui a été créée après ça a été enterrée. Il y a que moins de 15% des recours de la Ciivise qui sont mis en place. Donc voilà, en fait, on a des promesses. Après chaque drame, on a des promesses, mais il y a zéro politique publique. Ils s'en tamponnent. Il ne se passe... non, mais c'est vrai, il ne se passe rien. Et ça fait 5 ans qu'on le sait, 5 ans qu'il y a des commissions d'enquête, des assos qui bossent, tous les experts sont d'accord. Des grosses affaires en plus qui sortent. Mais des grosses affaires, mais qui sont... Enfin, des grosses affaires, en fait, ils s'en passent tous les jours. Juste, il y a un moment, il y a tel truc qui pop, mais je veux dire, c'est un enfant toutes les 3 minutes, encore une fois. Et il se passe rien. Et en 5 ans, il s'est rien passé. Et c'est pour ça, moi, j'espère que la vague là, qui est en train de monter de la question de l'enfance va continuer pour la campagne présidentielle et que ce sera un sujet de la campagne présidentielle parce qu'il est urgent qu'on pense l'enfance et qu'on politise la question de l'enfance, qu'on politise la question des violences sexuelles pour avoir des solutions de fond, quoi. Et pour moi, ça doit être un enjeu de 2027. Surtout quand tu vois que, je pense que quand même ça va l'être, notamment quand tu vois que voilà, il y a eu l'affaire par exemple Betaram, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y a quand même un premier ministre qui a été impliqué dans l'histoire. Oui, mais on a parlé de Betaram parce qu'il y avait Bayrou. Oui, il n'y aurait pas eu de personnalité publique dans l'histoire. Rien à foutre. Quel bilan on tire à chaque fois ? Est-ce qu'on va attendre une succession d'affaires, comme il se passe depuis des décennies, pour à chaque fois dire oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah, puis là, on le sait. Tout ce qui est sur la table aujourd'hui, on le sait. Et c'est documenté depuis 40 ans. En 40 ans, il s'est passé quoi ? Rien. Et aujourd'hui, on continue. Enfin, tu vois, sur la question d'un enfant qui aujourd'hui dit « Je suis victime d'inceste, protégez-moi », on lui dit « Attends, peut-être que c'est vrai, mais vu que ton père est présumé innocent, tu vas quand même retourner chez lui toutes les vacances et tous les week-ends, parce qu'on ne sait pas. » Alors que l'enfant a dit « Je me suis fait violer par mon père. » Oui, mais va chez lui le week-end. Enfin, on en est là. C'est-à-dire que le risque est moins important que la présomption d'innocence, quoi. C'est-à-dire qu'on accorde. C'est pour ça que nous, on est à fond pour un principe de précaution qui dit en fait, dès que l'enfant révèle, on le protège. Bien sûr. Ça veut pas dire que t'es pas présumé innocent, ce que tu veux, mais ça veut dire que par principe, on protégera l'enfant. Oui. Ce qui paraît être du bon sens. Bien sûr. Ce qui paraît être du bon sens, mais c'est pas le cas. Et qu'aujourd'hui, t'as encore des enfants qu'on envoie le week-end se faire violer chez papa alors qu'on sait que papa l'a violé, quoi. Et ça, c'est. Enfin, quand tu penses à cette phrase, tu te dis, il y a quand même un truc qui va pas, quoi. Donc pour revenir aussi sur le film Les Châteaux, il n'y a pas 150 films ou une littérature très fournie. Enfin, en tout cas, j'en ai pas l'impression. Peut-être que tu as des recos, mais sur le principe, moi, j'en ai pas totalement l'impression. Les Châteaux, c'est un des seuls films, pièces de théâtre, du coup, que je connaissais aussi sur la question. Toi, tu as quand même l'impression que ça a fait avancer aussi, ça a ouvert le débat au moment où c'est sorti ou... Je pense que ça a aidé, et tu vois d'ailleurs, il se joue encore, il est régulièrement rediffusé. Et effectivement, il a permis... de rendre visible et grand public une thématique qui était encore très très peu médiatisée. C'est pas le seul film, il y a un super film d'Hélène Merlin qui s'appelle Cassandre qui aborde la question du climat incestuel, on va pas rentrer là-dedans, mais et de l'inceste adelphique, donc un frère qui agresse sa sœur, qui est hyper bien documenté aussi. Donc il y a quelques films, il y a des bouquins théoriques et puis il y a des bouquins de témoignages. Donc on a parlé de Camille Kouchner,
qui est pas directement victime, mais qui parle de son frère. Il y a Neige Sino, il y a plus récemment Frédéric Pommier ou Romain Lemire qui parlent des violences sexuelles qu'ils ont subies. Donc il y a des bouquins, il y a des musiques, alors pas des masses, mais tu vois, il y a qu'est-ce que je peux citer là ? Il y a Maëlane Chapiron qui a fait une chanson sur l'inceste, Niki qui a récemment sorti Cartoon Sex où quelque part ça parle aussi des violences sexuelles faites aux enfants, d'un prof de tennis de mémoire qui agresse son élève. Donc enfin, moi je pense que la culture elle est hyper importante de ce point de vue là, et parce que au même titre que l'enfance et les violences sexuelles sont politiques, la culture est politique et que c'est aussi un vecteur de changement. Et que en ça des films comme Les Chatouilles, des pièces de théâtre, des bouquins, des musiques, mais tout permettent de rendre visible un sujet. Et encore une fois, c'est une question d'approche, c'est-à-dire que d'arriver avec des gros sabots en disant voilà, alors je vais vous lire l'anthropologie de l'inceste. Les gens n'ont pas envie. Il y a la BD qui s'appelle On ne parle pas de ces choses-là, qui aborde toute la dynamique du silence. Pourquoi est-ce que c'est silencieux ? C'est une personne victime qui va dans toute sa famille pour dire mais pourquoi vous n'avez pas parlé ? Qui est vraiment super. Il y a le journal de sortie d'inceste de Cécile C aussi qui est très très bien. Enfin, voilà, il y a des choses qui existent et ça vaut le coup d'aller les lire en fait. Et j'allais dire, même si on n'est pas victime et même si on se sent pas concerné et même si on ne connaît pas de victime, de juste se dire je vais ouvrir une BD, ça va me prendre 1 heure de ma vie, mais j'aurais au moins lu ça. C'est important. Et c'est hyper important. Donc ouais, faites-le, allez lire, allez regarder. Non mais bien sûr, c'est important, surtout que dans la société aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens on a tous autour de nous des enfants. On a tous autour de nous des enfants, on a des frères, des petites sœurs, on a des petits cousins, on a des petites nièces, machin, et potentiellement on a aussi parfois quand on est jeune envie d'en avoir plus tard. Alors pas forcément, mais ce que je veux dire c'est qu'on a tous un rapport à l'enfance et un être, une catégorie d'êtres qui est présent partout dans notre société. Donc c'est un sujet qui devrait donc être un peu partout dans la société, quoi. Mais c'est clair, mais c'est pour ça qu'on se bat et qu'au-delà de la question des violences sexuelles, encore une fois, quelle est la place qu'on accorde à l'enfance ? Mais, et c'est des trucs tout bêtes, mais tu vois, typiquement, tu sais, t'es en repas de famille ou machin, et puis t'as le cousin qui arrive avec ses enfants, ah bah tiens, fais un bisou à Marceau. Non. Enfin, à quel titre ? Est-ce que toi, t'as envie de venir me faire un bisou ou pas ? Et enfin, il y a beaucoup un truc aussi où le corps des enfants, l'espace des enfants, etc., tout ça est possédé et approprié par les adultes. Non, je veux dire, un enfant, c'est une personne qui est capable de dire j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, qui est capable de choisir comment il s'habille le matin, de qui, enfin, tu vois. Sous couvert parfois d'éducation un peu. Et en fait, c'est pas pour ça qu'il faut pas un cadre, et le cadre il est hyper important, je crois, dans la manière dont on éduque un enfant. Mais par contre. Quelle place on accorde à sa parole. Enfin, tu vois, là, ça fait 1 mois et demi qu'on parle de violences sexuelles faites aux enfants. Qui a entendu dans les médias la parole d'un enfant ? Personne. Ouais, bien sûr. À Vendôme, il y a une petite fille de 11 ans qui est venue parler. C'était d'ailleurs super, mais c'est la seule. En fait, et même dans les médias aujourd'hui. Qui sont capables de s'exprimer, Où sont les enfants ? Alors, il y a The Voice Kids, très bien. Non, mais tu vois, en fait, à quels endroits et à quel moment on demande aux enfants de s'exprimer ? Jamais, quasiment jamais. Ouais, c'est particulièrement. Donc ça, c'est aussi quelque chose à penser et c'est hyper important. Et tu vois, pour reprendre l'exemple, pour parler de la Civis tout à l'heure, à la Civis, on avait lancé un groupe miroir. Le groupe miroir, c'était l'idée d'avoir une quinzaine de jeunes de partout en France, outre-mer, métropole, ville, campagne, pré-ado, ado, un peu plus jeunes, victimes, pas victimes, un peu un panel comme ça. Et de leur dire, voilà, on va travailler avec vous. C'est pas vous allez travailler avec nous, c'est on va travailler avec vous la question. Et donc c'était des séances de 2 heures où ils se discutaient entre eux de là, qu'est-ce que tu penses sur la question de la prévention, ah non mais c'est de la merde votre idée de campagne, en fait on devrait faire ça, mais putain vous êtes cons, on va pas aller voir les flics, on les déteste. Et en fait t'entendais des enfants pour la première fois parler de ce que eux parlent vraiment. Et ils nous disaient mais en fait vous êtes mignons avec vos dispositifs de prévention, nous les révélations c'est quand on a bu 2 bières en soirée et qu'on va voir notre meilleur pote dans la cuisine en mode faut que je te dise un truc en fait, voilà. C'est pas je vais voir la police, pas d'abord. Et en fait, d'entendre la parole de ces jeunes-là, c'était d'une part inédit et hyper précieux parce que tu te rends compte que tout ce que nous on construit comme adulte, c'est bizarre pour moi de me dire adulte, mais tu vas, non mais comme jeune adulte ou comme adulte, tu te rends compte que parfois t'es à côté de la plaque parce que t'es tellement éloigné de réalité des jeunes que tu connais pas. Qu'en fait, t'as rien compris, quoi. C'est pour ça que vous avez créé aussi et c'est pour ça qu'on a fait ce groupe miroir et que c'était super et qui depuis a été dupliqué dans plein d'autres structures parce que tu crées un espace d'expression et de parole pour les enfants et que c'est ouf. La première fois que j'ai entendu parler d'inceste dans l'espace public, c'était la youtubeuse
Ah ouais. Ah ouais. Cindy, la youtubeuse, ex-membre Du groupe avec la fouine. du groupe avec la fille. Ben oui, tu baisses. Et du coup, elle a aussi porté plainte. Ah oui, c'est d'accord. C'est Eh bien, comme ça que j'ai. c'est comme ça que t'as entendu parler de ce quoi. Et c'était à quel âge? Je pense que ça devait être à 19 ans, parce que je crois qu'elle en avait déjà parlé avant. Mhm. Moi, quand je la suivais, elle en a vraiment parlé. C'était quand je crois que j'avais. Ok. Après, je savais que ça existait avant, mais disons que c'est la première fois que, genre, tu sais, t'as une personnalité publique que tu suis, que tu vois, un truc un peu que tu normalises, et après tu fais ah, mais en fait, elle a été victime. À l'école, personne t'en parle en plus. Il y a vraiment un truc de. Mais non. Enfin, je sais pas vous. Déjà qu'on parle très peu les des séances d'EVARS, j'ai pas le souvenir d'en avoir eu, quoi. C'est pour ça que la question de la prévention, d'aller dans les écoles, de dire en fait. Déjà nommer les parties du corps, parce qu'aujourd'hui on dit foufou, une zézé, ça s'appelle un pénis et une vulve en fait, basiquement. Aujourd'hui t'es obligé de mettre des astérix sur violence sexuelle parce que sinon tu te fais shark par l'algorithme Instagram. Ouais. Bah ouais, mais en fait ça se nomme les choses, quoi. Puis est-ce qu'on a quelqu'un qui tous les ans va demander à un enfant est-ce que quelqu'un t'a fait du mal, enfin tu vois, et d'avoir un espace où on te fait ce qu'on appelle le questionnement systématique, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal, de pouvoir dire oui ailleurs que dans la famille, puisque dans 80% des cas, c'est dans la famille que ça se passe. Donc, quelle porte de sortie on offre pour ces enfants? Moi, j'ai entendu notamment des questionnements de proches à moi qui connaissent pas vraiment le sujet, qui comprennent pas pourquoi il y a une alliance entre les féministes et les associations féministes et les associations... tu vois, non, mais c'est une vraie question, en fait, parce que tu peux te poser la question, tu vas te dire, ok... alors que les enfants, c'est pas des femmes, parce que donc tu l'as très bien expliqué au début, et donc je trouve que c'est très clair, mais est-ce que si aujourd'hui tu dois donner, conseiller une œuvre, un livre, alors c'est pas même quelque chose de très théorique en fait, à la personne, pour peut-être lui expliquer que c'est quelque chose d'intégral, enfin que c'est c'est un livre qui est pas sorti encore, mais qui va sortir bientôt. C'est super qu'on fasse un peu de promo. Qui est un livre qui est pas sorti encore, mais qui va sortir, j'ai pas la date exacte, sur la question effectivement du féminisme et des mouvements de protection de l'enfance, qui ont quand même une histoire complexe. C'est-à-dire, enfin, pour faire 3 secondes d'histoire, la question des violences sexuelles, elle a été importée par la question des féministes. Parce que dans les années 80, ils ont lancé une écoute pour les femmes victimes de viols, et elles se sont rendues compte que c'était que des femmes adultes qui racontaient des viols subis dans l'enfance. Ah oui. Et dans la sphère familiale. Et donc, si tu veux, c'est le féminisme qui a amené la question en premier des violences sexuelles faites aux enfants. Bon, après, il y a eu tout un tas d'évolutions, de rétropédalage, de conflits entre les féministes et les enfantistes, etc. Et là, on est justement dans un moment de reconvergence et de lutte commune, ce qui n'empêche pas des débats, et il y en a beaucoup des débats, franchement, déjà internes au féminisme, internes à l'enfantisme, et donc t'imagines bien qu'entre les deux, ça discute beaucoup, parce que la question de la grille de lecture politique, de quel degré de radicalité, etc., fait débat. En revanche, il y a un article qui est très très intéressant de Laurie Boussaga qui s'appelle Les faiseuses d'agenda, et qui explore justement la question de comment est-ce que les féministes ont mis à l'agenda la question des violences sexuelles faites aux enfants, et comment est-ce qu'ensuite elles s'en sont non pas dessaisies mais moins saisies au profit d'autres thématiques, et comment est-ce que les mouvements de protection de l'enfance à ce moment-là ont émergé et ont récupéré la question. Donc sur cette articulation féminisme-enfantisme, c'est une ref qui est pas mal, Laurie Boussaga. Si tu devais choisir peut-être une œuvre un peu pédagogique pour expliquer, alors je sais pas, une personne très jeune, faire de la prévention à une personne très jeune, ou par exemple on va dire au collège, lycée, tu vois, pour peut-être qui explique aussi bien assez bien la situation et qui permettent de donner quelques billes. Il y a deux refs. La première, c'est plutôt pour des plus jeunes. C'est des livres en format carré très bien fait de Meylan, dont on parlait, la chanteuse qui a fait des bouquins de prévention pour les enfants, de Meylan Chapiron. Et la deuxième ref, qui n'est pas un bouquin, mais pour le coup, il y a un site qui s'appelle On s'exprime, qui est pour les pré-ados, qui est très très bien fait. En fait, c'est beaucoup des questions que tu te poses, genre, ok, c'est quoi faire l'amour, ok, c'est quoi le consentement, et en fait, qui répond très bien à tout un tas de sujets, qui abordent évidemment la question des violences sexuelles, du consentement, de l'inceste, des limites du corps, qui est un peu un programme EVARS en ligne, quoi, et qui est pas mal. Même si je sais pas si des enfants de 15 ans vont se dire tiens, je vais aller me faire sensibiliser sur un site internet du gouvernement, mais il faut quand même souligner qu'il existe et qu'il est bien.
Voilà, après, il y a aussi plein d'assos, alors la nôtre à Face à l'inceste, mais plein d'autres, hein, qui partagent des contenus sur les réseaux pour ça. Et un super compte également, Charline Vermont sur Instagram, Orgasme et moi. Ouais. C'est vraiment un super compte. Tout à l'heure, tu as parlé de donner des numéros, des lignes d'appel peut-être, Ouais. Si c'est le moment. Bah, la première chose, c'est que si vous avez connaissance d'un enfant en danger ou victime de violence autour de vous, vous appelez le 119 qui vous dira quoi faire. Je regarde là. Donc, si vous avez connaissance de violences sur des enfants autour de vous, vous avez des doutes, vous appelez le 119 qui pourra vous conseiller sur quoi faire, sachant qu'il faut quand même rappeler que c'est une obligation légale de signaler des enfants victimes de violences. Et puis, si vous êtes vous-même victime et que vous avez besoin de parler à des gens formés, bienveillants, etc., il y a la ligne du collectif féministe contre le viol, le CFCV, avec des écoutantes qui sont vraiment super, formées à ces questions-là. 0805 802 804. C'est une ligne qui est gratuite, anonyme, et qui est aussi un super levier pour déposer sa parole une première fois et puis être orienté si besoin. Et c'est un peu les deux numéros qui sont références. Très bien. Bon, je te remercie Marceau. Merci à toi Hugo. C'était intéressant, passionnant et plus qu'utile je pense. Bah écoutez, j'espère avoir permis de faire passer 2-3 petits messages. Je te remercie. Merci à toi.